Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvelle édition du jeu Check-moi ça. Après notre dernière édition sur le thème de la pandémie de Covid-19, on revient aujourd'hui avec un nouveau jeu sur le thème de l'environnement. C'est un jeu qui accompagne notre magazine Nature Mag Junior que vous pouvez retrouver en ligne sur le site web de la Liberté. Dans ce jeu en 4 rondes, 2 équipes de 2 participants et participantes vont s'affronter pour tenter de remporter le plus de points possible. Nous avons une personne du Manitoba et une personne du Québec dans chaque équipe. Et on va commencer avec toi, Aimé, qui nous vient de Winnipeg, au Manitoba, plus précisément du quartier Saint-Boniface. Alors, tu vas au Dakota Collegiate et dans cette école, tu es membre d'un club qui t'inspire beaucoup. Qu'est-ce que c'est ce club ? Ça s'appelle Leadership et donc c'est un petit club à notre école que tout le monde de chaque année est bienvenu. Puis on organise des événements pour la communauté et pour notre école. Ok, super! Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce club? Je dirais la façon que on a la chance de travailler ensemble avec d'autres personnes et on a la chance d'écouter de différentes points de vue et de se faire des amis. Alors Aimé, tu t'apprêtes à jouer à un jeu en lien avec l'environnement. Est-ce qu'il y a un sujet ou un domaine qui t'intéresse ou sur lequel tu aimerais en apprendre davantage aujourd'hui? J'aimerais bien en savoir plus à propos de la pollution au sujet de l'océan en fait. Les problèmes climatiques qui affectent l'océan et le monde sous-marin m'intéresse. Ton coéquipier pour ce jeu aujourd'hui s'appelle Alexis, qui vient de l'Assomption au Québec. Alors Alexis, est-ce que toi, il y a une activité que tu aimes bien faire en dehors de l'école? Je fais du stand-up. J'aime ça monter sur scène et parler de sujets que j'aime avec les gens, faire rire le monde. Waouh! Et par rapport à l'environnement, est-ce qu'il y a un sujet qui attire particulièrement ton attention? Moi, ça m'intéresse beaucoup toutes les nouvelles technologies qui commencent de plus en plus à tourner vers aider l'environnement au lieu de nuire comme on a pu faire par le passé. Puis je trouve que ces changements-là dans les technologies, ça m'intéresse. Ok, merci beaucoup. Aimé et Alexis, vous serez l'équipe Ours Polaire pour ce jeu. Alors bonne chance à vous. Vous allez faire face à l'équipe Caribou, avec Missa, qui vient de l'Est de Montréal. Missa, tu es en 4e secondaire en ce moment. Est-ce que tu as déjà une petite idée de ce que tu aimerais faire plus tard? Moi, j'aimerais être ingénieur en informatique parce que j'aime beaucoup tout ce qui est un peu appareil électronique, tout ça. Et j'aimerais ça faire que ça en soit un métier. Ok. Et est-ce que tu fais, toi, des petits gestes au quotidien pour aider à prendre soin de l'environnement? Des fois, je marche et si je vois comme un déchet sur le sol, je vais peut-être le ramasser et le jeter. C'est une très bonne habitude qu'on devrait tous prendre. Merci beaucoup, Missa. Et ton coéquipier aujourd'hui s'appelle Raphaël et il vient de Winnipeg. Alors Raphaël, est-ce que tu as un hobby ou une activité que tu aimes particulièrement faire? Je pratique le badminton depuis maintenant quelques années et c'est vraiment une passion que j'ai découvert. Notamment, je vais partir à Victoria pour le badminton. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me passionne que peut-être que je pourrais le faire dans le futur. L'enseigner à autre personne, par exemple, être coach, ça pourrait être quelque chose qui me passionne. Tu as l'air très passionné en tout cas. Et justement, est-ce qu'il y a des sources d'inspiration et de motivation peut-être autour de toi qui ont un grand impact dans ta vie? Ce qui me motive le plus, je dirais, c'est mes parents, parce qu'ils viennent pas d'ici, ils viennent de France et puis ils n'ont pas eu une vie facile, quoi, et ils ont quand même bien réussi dans la vie. Donc c'est vraiment ma source d'inspiration pour les jours à venir. Merci Raphaël d'avoir partagé ça avec nous. Maintenant qu'on se connaît un peu plus, je vous propose de commencer le jeu avec la première ronde et il s'agit de questions vraies ou faux. C'est parti! Pour cette première ronde, je vais tout simplement vous lire une courte affirmation. Chaque équipe aura ensuite un moment de discussion en privé, ok, pour décider si cette affirmation est vraie ou fausse. Vous débattez entre vous, vous échangez pendant 1 minute et après vous me donnez votre réponse, chacun votre tour. Chaque bonne réponse vaut 2 points, alors soyez sûrs de vous.
Et on est chanceux parce que ce sont des experts en environnement qui viendront nous donner la réponse et nous en expliquer un peu plus sur chaque question. Alors écoutez bien, on commence avec la première question pour 2 points. Les combustibles ne contribuent pas à la pollution de l'air. Vous avez 1 minute, c'est parti. Est-ce que t'as une idée? Il y a combustible et comburant. Combustible, c'est qu'est-ce qui aide le feu à grossir et non. Les combustibles, c'est ce qu'on utilise pour faire chauffer quelque chose, c'est ça? Oui, en fait, yeah. Comburant, c'est qu'est-ce qui brûle et combustible, c'est qu'est-ce qui aide le feu à grossir. Mais je suis pas sûr. Yeah, je pense que c'est dans l'air, dans l'atmosphère. Oui, ça a l'air. Je pense que je dirais vrai, mais vraiment, je suis pas sûr. Je dirais vrai juste parce que... Parce que t'as la fumée, puis... Ah, je sais pas. Et donc, on dit oui? Vrai ou faux? Vrai? Ouais, on va répondre à ça. On dit vrai? Équipe Caribou. Alors, je vous écoute. On va dire vrai. Ok. Et vous, l'équipe Ours Polaire, c'est quoi votre réponse? C'est vrai. On y va avec vrai. Donc, vous pensez tous que c'est vrai. Eh bien, voyons voir tout de suite la réponse avec Jacques Bourgeois. Les combustibles ne contribuent pas à la pollution de l'air. C'est faux. Les combustibles fossiles, tels que le pétrole, le charbon et le gaz naturel, sont des ressources non renouvelables qui s'épuisent avec le temps. Leur combustion libère également des polluants atmosphériques et des gaz à effet de serre, contribuant à la pollution de l'air et au réchauffement climatique. Il est crucial d'adopter des sources d'énergie renouvelables pour garantir un avenir énergétique durable et réduire les impacts environnementaux. Ah, et oui, c'était faux. Mais bon, pas de panique, c'était que la première question. Alors écoutez bien la deuxième pour vous rattraper. Planter des arbres prendrait trop de temps et ne permettrait pas de lutter contre le réchauffement climatique. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Planter des arbres, ça serait long. Oui, puis en plus, je pense que arrêter de couper des arbres sera la solution. Oui, t'as raison. Parce que ça pourrait être une solution, mais ce serait long, c'est sûr. Non, pour moi, c'est faux. Mais de base, les plantes, ça n'a même pas rapport avec le... Oui, c'est ça le problème. C'est photosynthèse. Est-ce que c'est faux? Je sais pas. Ouais, ça peut être vrai. Ouais. Ah, je sais pas. Faux? On dirait faux? Donc on dit faux? Faux. Moi, je dirais faux. Ok, alors l'équipe Ours Polaire, vous en pensez quoi? Oui. On a dit faux. Ok. Et vous les caribous? On a dit faux. Ah, faux pour vous tous. Bah allons vérifier ça avec Émilie Davidson. Planter des arbres prendrait trop de temps et ne permettra pas de lutter contre le réchauffement climatique. C'est faux. Planter des arbres est une stratégie efficace pour lutter contre le réchauffement climatique et préserver les écosystèmes. Mais il ne s'agit pas seulement de planter des arbres. Il faut prêter attention à l'environnement où nous décidons de le planter, afin que ce soit le plus adapté et propice à son développement. Les arbres absorbent et stockent le dioxyde de carbone, réduisant ainsi les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ils jouent également un rôle essentiel dans la préservation de la biodiversité en offrant un habitat à de nombreuses espèces. Les arbres plantés ne remplacent pas les arbres coupés ou arrachés. Les efforts de reforestation et de restauration des écosystèmes forestiers sont importants pour lutter contre le changement climatique et continuer de profiter de leur apport, bien qu'il est encore plus avantageux de garder la forêt telle qu'elle est initialement. Bravo tout le monde! Alors, je vous sens sur une bonne lancée. On va continuer tout de suite avec la troisième question. Pour protéger la biodiversité, il faut surtout prendre soin des forêts et des zones humides. C'est quoi déjà la biodiversité? En fait, je pense que c'est la diversité en vie. Des forêts, oui, mais des zones humides, je sais pas. C'est le surtout qui met un doute. Je sais pas. Oui, en fait. Et je me dis, il y a peut-être une troisième chose importante ou quelque chose de même. Je sais pas. Mais selon moi, je pense que oui. Hein. On dit Je vrai? fais confiance. Vas-y, on dit vrai. Vas-y. Ça s'en va, oui, bien sûr.
Alors, on commence avec les caribous, je vous écoute. Vrai. On est d'accord avec l'autre équipe, c'est vrai. Eh bien, vous êtes tous d'accord pour dire que c'est vrai. Donc, voyons ce que notre experte Emily Davidson en pense. Pour protéger la biodiversité, il faut surtout prendre soin des forêts et des zones humides. Eh bien, c'est vrai. La protection et la restauration des écosystèmes, comme les forêts et les zones humides, comme les marais, sont essentielles pour préserver la biodiversité et lutter contre le changement climatique. Car ces écosystèmes capturent et stockent le carbone, contribuant ainsi à réduire les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ils ont aussi d'autres apports importants, comme la régulation du cycle de l'eau, la prévention des inondations et l'épuration de l'eau. Préserver et restaurer ces écosystèmes est donc bénéfique pour l'environnement et la société. Bravo tout le monde! Super! Alors, c'est serré, on va continuer. 4e question, toujours pour 2 points. La pêche intensive permet de pêcher moins régulièrement et donc de préserver les écosystèmes marins. Je sais même pas c'est quoi la pêche. Moi aussi, mais je dirais intensif, c'est plus un mot où tu t'arrêtes jamais, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais pêche intensive permet de pêcher moins, c'est contradictoire. Ah, je sais pas, le mot intensif me dérange énormément. Oui. Simple. Mais d'après ce que je sache, intensive, il l'utilise dans le sens que pêcher beaucoup. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai dit, moi. Moi, je dirais c'est faux. Dans un dit c'est faux. Alors, vous en pensez quoi? C'est faux. Faux et faux. Très bien. Allons voir nos experts. La pêche intensive permet de pêcher moins régulièrement et donc de préserver les écosystèmes marins. Eh bien, c'est faux. La pêche intensive ou surpêche a un impact majeur sur les populations de poissons et les écosystèmes marins. La pêche excessive est non durable. Elle peut entraîner la diminution des stocks de poissons, voire leur disparition, mettant en péril la biodiversité marine et les moyens de subsistance des communautés dépendantes de la pêche. La surpêche perturbe également l'équilibre des écosystèmes marins car elle élimine des prédateurs clés et modifie la structure des chaînes alimentaires. La mise en place de réglementations pour limiter la surpêche sont essentielles pour préserver la santé des océans et assurer la disponibilité à long terme des ressources issues de la pêche. Les mesures peuvent inclure des quotas de pêche, des saisons de pêche réglementées et la protection des zones marines critiques pour la reproduction et la croissance des poissons, par exemple. Bravo! Vous êtes super forts. Alors, avant-dernière question maintenant. La fonte des glaces au pôle peut causer des inondations et l'érosion du littoral. C'est quoi l'érosion du littoral? Je pense que c'est quand la terre se casse à cause du mouvement d'eau. Ah, ok. Oui, en fait, ça augmente le niveau d'eau, puis Oui. l'eau vient attaquer la terre. Oui. Cause C'est d'eau. l'érosion. Ça fait du sens. Le littoral, je sais pas, mais des inondations, c'est un peu logique parce qu'il y a des gros blocs de glace. Ça doit être vrai. Parce qu'une inondation, c'est sûr à 100%. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je dirais oui. Et toi? Moi, je vais te suivre. Je pense que ça a de l'allure. Mais comment c'est l'équipe adverse, ils ont toujours la même réponse que nous? Ils nous copient. Parce qu'on est les C'est meilleurs, ils nous bizarre. copient. C'est bizarre. Alors, selon vous, c'est vrai ou c'est faux? Vrai. Oui, c'était vrai. On s'en va vérifier ça avec Jacques Bourgeois. La fonte des glaces au pôle peut causer des inondations et l'érosion du littoral. Eh bien, c'est vrai. Le réchauffement climatique est le résultat de l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, principalement causée par l'activité humaine. Ce phénomène provoque la fonte des glaces au pôle qui agissent comme des régulateurs naturels de la température terrestre. En fondant, ces glaces déversent d'énormes quantités d'eau dans les océans, provoquant une élévation du niveau de la mer, et ceci entraîne des inondations et donc le déplacement des populations dans les zones côtières. Réduire nos émissions de gaz à effet de serre est nécessaire pour limiter la fonte des glaces et les conséquences associées. Mais c'est vraiment impressionnant. Félicitations tout le monde, bravo. Alors maintenant, il est temps de passer à la dernière question. Et je vous invite à vraiment prendre le temps et vous concentrer parce que celle-là,
vos 5 points. Alors écoutez bien. Les événements météorologiques extrêmes multiplient les changements climatiques. Bah, ouais, pour moi, c'est logique, mais il y a un piège. Je sais pas. On dirait, hein? On dirait que c'est trop facile pour que ce soit vrai. Ouais. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est plus affecté par le réchauffement climatique. Oui, en fait. Ça semblerait avoir de l'allure. Bah, on dit vrai ou faux? Moi, On j'irais dit vrai. Moi, je dirais- Pour moi, c'est vrai. L'autre équipe répond faux, c'est vraiment égalité. Et de toute façon, c'est sûr, l'autre équipe aussi a dit vrai. Donc, Ouais, de toute façon, ils nous copient. C'est faux? C'est faux. Donc votre verdict, là pour 5 points, l'équipe ours polaire. Faux. Ok. Et vous, l'équipe caribou? vrai. Il y a un désaccord. Donc là, seulement une équipe va remporter les 5 points. Ouh, on va voir ça tout de suite avec notre expert, Jacques Bourgeois. Les événements météorologiques extrêmes multiplient les changements climatiques. C'est faux. Ce sont les changements climatiques qui ont un impact sur la fréquence et la gravité des événements météorologiques extrêmes, tels que les inondations, les sécheresses et les tempêtes, et non pas l'inverse. Le réchauffement climatique modifie les schémas météorologiques et augmente l'énergie disponible dans l'atmosphère, ce qui peut intensifier les phénomènes météorologiques. Les événements extrêmes peuvent provoquer des dommages matériels, des pertes de vies humaines et des perturbations socio-économiques. Il est donc important de prendre des mesures pour atténuer le changement climatique et renforcer la résilience face aux événements météorologiques extrêmes. Félicitations à l'équipe ours polaire. Et oui, c'était effectivement faux. Alors, au terme de cette première ronde, l'équipe caribou remporte 8 points et l'équipe ours polaire est en tête avec 13 points. Bravo tout le monde! Maintenant, pour cette seconde ronde, vous allez devoir travailler un petit peu. Je vais vous présenter 4 sujets en lien avec le Québec ou le Manitoba et chaque équipe choisira un sujet parmi les 4. Vous allez avoir 15 minutes pour préparer une courte présentation de 2 minutes sur le sujet choisi et vous avez le droit de consulter n'importe quelle ressource sur Internet pour vous aider, ok? Mon ami Jonathan, qui est responsable de l'information au journal francophone La Liberté au Manitoba, va vous observer et regarder un petit peu vos méthodes de récolte et vérification d'informations. Il sera avec moi quand vous présenterez vos sujets et à la fin, c'est lui qui décernera 5 points pour la meilleure présentation en fonction des critères suivants. La véracité des faits exposés, la méthodologie de recherche et le contenu et la présentation de l'exposé. L'équipe Caribou, vous êtes pour l'instant l'équipe avec le moins de points, donc vous êtes la première à choisir le thème qui vous plaît le plus parmi les 4 proposés. Les 2 thèmes en lien avec le Manitoba sont Portrait de l'espèce invasive moule zébrée et les méfaits sur les écosystèmes qu'elle touche au Manitoba. Et le deuxième, le rôle des tourbières dans l'écosystème et le risque engendré par les activités humaines et le changement climatique au Manitoba. Et les 2 autres thèmes qui sont liés au Québec sont le smog, ce que c'est, ses causes, son impact sur l'environnement et la santé des êtres vivants au Québec. Et le deuxième sur le Québec, portrait de la rainette faux-grillon, son statut au Québec et les dangers auxquels cette espèce fait face et les conséquences de sa potentielle disparition. Missa et Raphaël, quel thème vous voulez prendre? Moi, ça m'intéresse le sujet Québec 1. J'allais dire la même chose. Le smog, très bien, qui est malheureusement d'actualité en ce moment. L'équipe ours polaire, parmi les 2 thèmes en lien avec le Manitoba, lequel vous voulez choisir? Moi, j'étais encore d'accord avec l'autre équipe, c'est que je sais pas. Je pensais au sujet 2. Tu me Le dis? 2? Oui. Parfait. Bon, on va prendre le 2 d'abord. Celui sur les tourbières. Excellent. Eh bien, c'est parti. Le chronomètre est lancé. Vous avez maintenant 15 minutes. Bon courage à tout le monde. Est-ce que tu as Alors, pris cela parce que tu avais une idée de ce que c'était ou tu l'as pris au hasard? j'avais une idée de ce que c'était. Vas-y, on va faire ça. On va séparer un peu l'affaire. Vas-y, je fais sur
Le smog, qu'est-ce que c'est? Et vas-y, toi, j'ai recherché sur ses causes, c'est bon? Ok. Mais avant tout ça, laissons-nous trouver une définition des tourbières. Ok. Je cherche ça sur mon côté. Vas-y, je vais chercher son impact sur l'environnement et toi, la santé des êtres vivants, c'est bon? Tourbière non féminin. Terrain où l'on trouve de la tourbe. Bon, faut que je te cherche un autre mot pour avoir la définition. Ok, donc moi je fais sur les humains et tout ça. Ouais, moi, je vais faire sur l'environnement. Ok. T'as écrit tes sources? La tourbe, c'est la matière combustible spongeuse et légère qui résulte de la décomposition de végétaux à l'abri de l'air. Je sais pas si tu vas voir mon écran. Oui, je vois. Ouais. J'ai beaucoup d'informations sur les effets négatifs sur les humains et tout ça. Donne des exemples. Bah, par exemple, ça peut donner de l'irritation et de l'inflammation sur beaucoup de parties du corps, surtout les yeux et puis les voies respiratoires. Oh oui, je trouve quelque chose. L'industrie d'extraction de la tourbe au Manitoba. J'ai trouvé ici, ça dit, sur québec.ca, respirer de l'air pollué régulièrement à cause du smog, donc l'air est pollué, ça peut créer des maladies chroniques, comme la bronchite chronique, un cancer du poumon et des maladies cardiovasculaires. Moi, j'ai trouvé parce que ça parlait du changement climatique au Manitoba. J'ai pas trouvé quelque chose de très précis, mais je trouvais qu'on pouvait, en analysant le pollen à l'intérieur, c'est ça, on peut retracer un peu les climats passés. Ok, moi ouais, justement. Je pense que j'ai fini. Ok, 3 secondes. Le rôle des tourbières dans l'écosystème, je l'ai, je pense. Oui, je l'ai. C'est filtrer l'eau, tout ça. On a tout trouvé ce qu'il nous fallait, dans le fond. Vous avez tous l'air d'avoir travaillé très fort et avec Jonathan, on a hâte de vous entendre et d'en apprendre plus. Alors, l'équipe Caribou, si vous êtes prêts, on vous écoute. Ok. Donc, moi, je vais commencer la présentation. Je réponds à la première question, c'est qu'est-ce que c'est le smog? Le smog est une brume jaune. Excusez-moi. Le smog est une brume jaunâtre causée par l'accumulation d'un mélange de contaminants atmosphériques et qui limite la visibilité dans l'atmosphère. Il est surtout constitué de particules fines et d'ozone. Et j'ai trouvé cette information sur environnement.gouvernement.qc.ca. Ok. Alors, je vais passer à mon tour. Donc, moi, je vais plus parler sur les effets sur les humains et puis qu'est-ce que ça fait. Donc, évidemment, ce sont des effets extrêmement négatifs. Par exemple, on peut avoir l'irritation et puis les inflammations. Surtout les inflammations des yeux et puis l'irritation des voies respiratoires. Ça a aussi énormément d'effets négatifs sur le niveau cardiaque. Les personnes plus à risque d'attraper ceci, ce sont les personnes âgées de moins de 5 ans ou les personnes très âgées ou les personnes avec des problèmes respiratoires ou cardiaques. Donc, alors les effets que tu peux avoir, évidemment, des cancers. Donc, par exemple, le cancer du poumon, c'est quelque chose qui est très à risque. Ça peut également avoir un problème sur tes vaisseaux sanguins. J'ai trouvé ça assez intéressant, c'est que cette douleur faisait tellement mal que les personnes prenaient beaucoup de médicaments, mais en fait, ça va aggraver ton cas. Et du coup, c'est quelque chose qui est assez négatif, donc ça peut t'attraper encore plus de maladies que tu as déjà. Et j'ai trouvé ça sur québec.ca aussi. Les problèmes environnementaux associés au smog sont notamment la détérioration des végétaux et des structures et les problèmes de visibilité et de brume. Et j'ai trouvé ça sur canada.ca. Génial! C'était vraiment intéressant. Et je pense qu'on en a tous beaucoup appris sur le smog. Alors maintenant, l'équipe Ours Polaire, c'est à vous au sujet des tourbières. Oui, donc, déjà, la définition d'une tourbière, c'est un terrain où on trouve de la tourbe. Et la tourbe, dans le fond, c'est un concentré de végétaux en décomposition. Ils sont formés dans des environnements très humides et c'est pratiquement une accumulation des plantes mortes ou des matières pas décomposées, à décomposer en fait. Les tourbières, à quoi ça sert? Oui, les tourbières, en grand résumé, ça purifie puis ça épure l'eau des polluants autour. L'information vient du site web de la province du Manitoba. Ils ont expliqué qu'il y a 2 sortes de tourbières qui sont extraites pour la recherche et pour des activités domestiques aux horticulture et donc pratiquement la recherche agriculture des plantes. Et donc,
il y a le carex, c'est une sorte de tourbe, et le sponge, je pense. Je sais pas. L'extraction des tourbières, ça a un impact un peu négatif parce que ça empêche de filtrer un peu l'eau naturellement, mais aussi positif parce qu'une fois séché, on peut se servir en fait des briques de tourbe comme combustible. Ça sert à remplacer le bois de chauffage, donc ça fait moins de coupe d'arbres, ce qui est mieux pour l'environnement en général. Et donc, pour former des tourbières, ils ont besoin d'un environnement acide et humide, avec des températures qui varient. Ça les affecte, ça affecte le développement. Les tourbières contiendraient jusqu'à 50% du CO2 atmosphérique. J'ai trouvé la plus grande partie de mes informations sur réserve naturelle régionale de tourbières des saisies. Ah oui, j'ai trouvé la plupart de l'information sur le site web de la province du Manitoba, puis un peu de la province de Québec, environnement, gouvernement, Québec. Alors Jonathan, qu'est-ce que tu as pensé de ces deux présentations? Elles étaient vraiment géniales, avec beaucoup de détails et d'informations, malgré le temps imparti. Pour l'équipe Caribou, la définition était très bien prise d'une source fiable via Environnement Québec. Le segment sur les êtres vivants était très bien aussi, même s'il vous a manqué peut-être un petit point sur les animaux, mais c'était très précis et bien réalisé, en utilisant et citant de bonnes sources. L'équipe Ours Polaire, bravo à vous, surtout pour la définition de la tourbe. C'est vrai que pas forcément tout le monde connaît ce que c'est. Donc c'est parfait pour ça, c'était très concis pour donner la base de travail. Il vous a manqué peut-être un peu de détails sur le rôle des tourbières, mais je pense que vous aviez moins de sources à votre disposition sur ce sujet, ou alors elles étaient peut-être plus dures à trouver. Pareil pour le risque engendré par les activités humaines, j'aurais aimé en avoir un peu plus pour vraiment répondre à tout l'énoncé, mais bravo pour cette présentation et le niveau de détail. Alors, pour avoir traité l'intégralité de l'intitulé et pour leur super présentation, je pense que je donnerai les 5 points à l'équipe Caribou. Merci Jonathan et félicitations donc à l'équipe Caribou qui, avec ses 5 points, revient au niveau des ours polaires. Donc là, les deux équipes sont à 13 points après les 2 premières rondes. C'est serré. Donc voyons si maintenant la 3e manche peut vous départager. Après avoir bien pris le temps, maintenant, on va passer à une manche où la rapidité va être clé. Je vais vous poser à chaque équipe des courtes questions de type vrai ou faux ou alors avec des réponses courtes pendant 45 secondes. Et le but, c'est de répondre correctement au plus de questions possibles. Chaque bonne réponse vaut 1 point. Cette fois, on va commencer avec l'équipe Ours Polaire. Donc Aimé et Alexis, vous pouvez tous les deux répondre. Mais alors attention, parce que c'est la première réponse que j'entends qui compte. Donc soyez vifs, mais aussi soyez sûrs de vous. 45 secondes, le chronomètre est lancé. C'est parti! Vrai ou faux? Le Canada a plus de lacs que le reste du monde combiné. Ouais. Quelle ville au Manitoba est connue comme la capitale des ours polaires? Churchill. Combien de temps met un sac plastique pour se décomposer? 2000. Vrai ou faux? Selon l'Organisation mondiale de la santé, seuls 42% de la population respire un air trop pollué par les particules fines. Faux. Comment s'appellent? Les 45 secondes sont passées. C'est un total de 3 points pour vous. Vous avez eu tout bon, sauf pour les sacs plastiques qui mettent entre 400 et 450 ans à se décomposer. Et selon l'OMS, ce n'est pas 42% en effet de la population qui respire un air trop pollué par les particules fines, mais 92%, ce qui est énorme. L'équipe Caribou, c'est à vous. 45 secondes, vous êtes prêts? C'est parti. Vrai ou faux? Le pétrole est une ressource inépuisable. Faux. Comment s'appelle le fait de produire de l'électricité par le biais des courants de l'eau à travers des barrages, par exemple? Hydroélectrique. Oh non, c'est marée motrice.
Les piles sont-elles considérées comme un déchet dangereux ou non dangereux? Dangereux. Comment s'appelle le fait de réutiliser les déchets alimentaires dans le but de créer un fertilisant ou engrais pour les sols? Compostage. Lorsque les plantes créent de la matière organique à travers l'énergie lumineuse, l'eau et le dioxyde de carbone, on appelle ça la... Photosynthèse. Ah stop, c'est terminé. C'est un total de 4 points pour l'équipe Caribou qui a eu tout bon, sauf la troisième question où il fallait penser à l'hydroélectricité. L'énergie marémotrice est liée au mouvement d'eau créé par les marées. Et il ne s'agit pas d'énergie électrique, mais ce qu'on appelle plutôt énergie potentielle ou énergie cinétique. Bravo à tous et à toutes! L'équipe Caribou est en tête, de seulement 1 point. Ils ont 17 points et les ours polaires en ont 16. Donc tout se joue maintenant sur notre dernière ronde. Et notre dernière ronde est une série de questions à choix multiples. Chaque équipe va devoir répondre à 3 questions. Une sur le monde, une sur le Canada et une sur le Québec ou le Manitoba. Chaque bonne réponse vaut 2 points. Mais prenez votre temps et discutez bien entre vous, car une mauvaise réponse vous enlève 2 points. On commence avec Aimé et Alexis. Donc vous avez tout le temps que vous voulez pour débattre et choisir la bonne réponse. Ok ? Quel est le plus grand désert au monde? Le Sahara, l'Arctique ou l'Antarctique? Moi, je serais allé d'instinct avec le Sahara. Oui. Je pense qu'un désert, c'est juste un vaste étendue vide. Je pense pas que ça a nécessairement besoin d'avoir du sable. C'est juste ça le doute qui me met. Je pense que la température fait la différence. Ça doit être humide et... Ça se peut. Mais je sais qu'en français, par exemple, on utilise désert comme un adjectif de vaste ou vide un peu. Et donc, je pense, première réponse ou quelque chose d'autre? Moi, j'irais peut-être avec un des deux Arctique, Antarctique. C'est ça les choix? Ouais. Je sais pas lequel est le plus grand par contre. Fait que toi, t'irais avec Sahara? Oui. Antarctique, c'est lui qui est Antarctique? du sud. Si je me Oui. trompe. Je pense. Oui, ça aussi. Je pense que c'est lui le plus grand entre les deux pôles, mais je suis pas sûr. Fait que là, il y a juste à choisir ce qu'on y va avec la... Quelle définition on prend dans le fond. Moi, je dirais la première réponse. Ouais. Je sais, ça fait du sens. Ben, ça me met le doute avec qu'elle a mis 2 choix qui sont pas du sable. Il me semble que si c'était la définition, c'est juste sable, ce serait trop évident. J'ai l'impression que c'est un piège qui est dans la question. Je sais pas si tu vois. So, désert par une terre vide et vaste ou désert... C'est l'inverse, c'est moi qui tombe dans le piège. Si tu peux aussi. Je sais. Antarctique? Antarctique? Ouais. Yes. C'est Sahara. Bon, c'est ma faute. Eh bien, c'est la bonne réponse! Et c'était très intéressant de vous entendre discuter et de suivre votre raisonnement parce que, effectivement, désert ne veut pas forcément dire sable. Un désert est une zone de terre où les précipitations sont rares et peu abondantes et où, par conséquent, les conditions de vie sont hostiles pour les plantes et pour les animaux. Bravo à l'équipe ours polaire. Maintenant, c'est à vous, l'équipe caribou. Vous êtes prêts? En 2021, quel pays était le plus gros émetteur de CO2? La Chine, l'Inde ou les États-Unis? Bah, moi, j'hésite entre la Chine et l'Inde. Parce que ces 2 pays-là, ils font beaucoup de, de pollution. Ouais. Et je me rappelle plus si c'est ou c'est juste moi qui me trompe, mais j'avais déjà entendu dire que la Chine, elle battait des records par rapport à ça, genre le CO2 et les affaires comme ça. Moi, je serais allé avec les États-Unis. Je sais pas pourquoi. Je te fais confiance. Si tu penses que c'est soit la Chine ou l'Inde, Je pense que c'est la Chine. Hein. On valide la Chine? Effectivement, c'est la Chine, avec presque 33% des émissions mondiales de CO2 en 2021. Et elle est suivie des États-Unis et de l'Inde. On attaque les questions sur le Canada avec Aimé et Alexis. Quel est le pourcentage du territoire canadien occupé par des lacs? Environ 4%, 9% ou 16%?
Je dirais 16%. 16, ça se pourrait, ça aurait d'allure. Je sais qu'au Québec, si je ne me trompe pas, il y a beaucoup de cours d'eau, tout ça. Mais au Canada, je suis pas sûr. Moi, je pense que... Ben, tu m'as suivi pour le dernier, je sais pour celui-là. Malheureusement, ce n'est pas 16%, mais 9% du territoire canadien qui est occupé par des lacs. Dommage l'équipe ours polaire, mais ce n'est pas fini. Missa et Raphaël, c'est à votre tour pour une question sur le Canada. Alors, la plus grande montagne canadienne, le mont Logan dans le Yukon, culmine à une altitude de 3200 mètres, soit 10 505 pieds, 5 995 mètres, soit 19 668 pieds, ou alors 8 112 mètres, soit 26 614 pieds. Pour moi, c'est pas le dernier. Parce que je crois, je suis pas sûr, que je crois que la plus grande montagne, c'est environ 8000 et c'est pas celle-là. Donc je crois que c'est pas le dernier. Le troisième. Je pense, pour moi, c'est pas le troisième. Puis 8000 mètres, c'est énorme. Moi, je serais allé au milieu. Mais, je sais pas. Je te suis, hein. Je te suis. Yeah. Le milieu. On valide 2? Vas-y 2. Ouais, les deux. Oui. Excellent raisonnement. C'est la bonne réponse. Félicitations. L'équipe ours polaire, c'est à vous avec votre dernière question. Concentrez-vous bien et mettez vos manteaux. La température la plus froide jamais enregistrée au Manitoba, le 9 janvier 1899, était de moins 35,6 degrés Celsius, moins 40,9 degrés ou moins 52,8 degrés. J'ai aucune idée. Moi, je dirais 40 degrés. Parce que... Moins 40? Ça se pourrait, ouais. Ici, oui. Parce que moins 35 est trop bas. Ouais. Puis moins 52, j'ai l'impression que c'est un peu trop haut. C'est trop... Moins 40,9. Et c'était moins 52,8 degrés Celsius. Et oui, le Manitoba peut avoir des températures extrêmement froides. Celle-ci a été enregistrée à Norway House. C'est une petite ville située à 30 km au nord du lac Winnipeg. Donc, même pour un ours polaire, ça fait froid. L'équipe Caribou, c'est à vous maintenant de jouer pour la toute dernière question du jeu. 94% de la production d'électricité au Québec vient de quelles ressources? De gaz naturel, d'hydroélectricité ou alors de parcs éoliens? Moi, je dirais l'hydroélectricité. Hein. Ouais? Moi, je dirais l'hydroélectricité. Ta réponse. Ouais, parce que je crois que je suis pas sûr de ce que je dis, hein, parce que personnellement, c'est comme ça chez moi. Mais la plupart des maisons, l'électricité, elle provient d'Hydro-Québec. Donc, selon moi, j'irai avec l'hydroélectricité. Bah, t'es sûr de toi, moi, je te suis. Vas-y, je te suis. L'hydroélectricité. Vas-y. Eh bien, bravo Missa et Raphaël, c'est la bonne réponse, c'est bien l'hydroélectricité. Avant de comptabiliser les points et de vous annoncer l'équipe gagnante, je voudrais juste vous dire un petit mot sur les 6 R. C'est un moyen mémotechnique pour se rappeler des actions quotidiennes que chacun d'entre nous peut faire pour avoir un impact positif sur l'environnement. Les 6 R, c'est pour réutiliser un produit. Parce que pas tous les produits sont à usage unique, beaucoup peuvent se réutiliser même plusieurs fois. Attention avant de jeter quelque chose, soyez certaines que vous ne pouvez plus l'utiliser. Et si l'objet est cassé, réparez-le, le deuxième R. Vous pouvez demander de l'aide si besoin, mais il est parfois facile de réparer quelque chose, ou au moins d'essayer de le réparer avant de s'en débarrasser. Vous pouvez aussi refuser d'acheter un produit qui n'est pas nécessaire ou pas réutilisable. Dès que vous pensez avoir besoin de quelque chose qui nécessite un achat, réfléchissez bien et demandez-vous si vous en avez réellement besoin. Réduire tes déchets, c'est le 4e R. On entend beaucoup cette notion autour de nous et réduire notre consommation et donc nos déchets, c'est essentiel pour l'avenir. Et en parlant de déchets, recyclez lorsqu'il est possible de le faire. Soyez vigilants au type de déchets que vous avez et où les jeter pour favoriser le processus de recyclage. Et enfin, repensez notre façon de consommer.
Une approche plus minimaliste et consciencieuse ne fera qu'aider l'environnement. En agissant ainsi, nous pouvons diminuer la quantité de déchets qui se retrouvent dans les décharges et l'environnement. Ces pratiques contribuent également à économiser l'énergie et les ressources nécessaires à la fabrication de nouveaux produits, réduisant ainsi notre empreinte écologique. Il est temps maintenant d'annoncer l'équipe gagnante. Avant la dernière ronde, Missa et Raphaël étaient en tête avec 17 points, suivis de Aimé et Alexis avec 16 points. Pendant la 4e ronde, où une bonne réponse vaut 2 points, mais une mauvaise réponse vous enlève 2 points. Les ours polaires ont malheureusement chuté de 2 points, alors que les caribous ont gagné 6 points. C'est donc l'équipe caribou qui remporte cette partie avec 23 points. Félicitations! Alors, en plus d'un prix de participation pour chaque membre des 2 équipes, l'équipe des caribous, vous remportez un bon de 100 $ chacun pour aller dîner dans un restaurant local de votre choix. Aimé, Alexis, Missa et Raphaël, merci énormément de votre participation. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous en avez appris beaucoup sur l'environnement, mais aussi que ça vous a motivé à participer encore plus, à contrer les changements climatiques et être un acteur majeur dans ce combat. Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode de Check-moi ça!